Bonjour et bienvenue à cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les principes du cloud computing avec comme pour objectif au niveau de ce module de découvrir les services de cloud computing courants. Florent, est-ce que tu pourrais nous faire une petite introduction finalement? Qu'est-ce que le cloud? Alors, pour planter le décor, je te propose de prendre une petite analogie de la vie courante, puisque quand on est chez soi en fait et qu'on cherche à allumer les lampes, on souhaite tout simplement que la lumière fonctionne. Pour cela, J'appuie qu'est-ce sur qu'il faut? l'interrupteur. Exactement, on va appuyer sur l'interrupteur. On a besoin d'électricité, mais la manière finalement dont l'électricité va être, je dirais, produite et acheminée jusqu'à l'ampoule importe peu. Tout ce qu'on veut finalement, c'est que quand on actionne l'interrupteur, Pas se cogner le pied dans le noir, quoi. d'une part, et que effectivement donc la lumière produite évite de se faire trop mal. Et donc effectivement, on ne va pas penser à tous les détails sur la manière dont l'électricité peut être produite dans la centrale, comment ça va transiter via le réseau électrique, Est-ce que via les la lignes de centrale se met tension, à jour? jusqu'à la ville ou jusqu'à la station pour atteindre le domicile. Tout ça, on va pas y penser. Et en fait, toutes ces actions vont être masquées tout simplement par le fait d'actionner cet interrupteur. Et à ce stade, on peut dire finalement que l'électricité, ça devient un service public qui présente beaucoup d'avantages. Premièrement, économiquement parlant, on va payer uniquement pour ce dont on a besoin. Quand on va acheter l'ampoule, on ne va pas forcément payer d'avance le fournisseur d'électricité pour la durée d'utilisation de On cette paye ampoule. à la consommation. Exactement, on va payer à l'usage, à la consommation, et puis on va payer effectivement cette quantité finalement d'électricité, donc réellement utilisée pour cet usage. Donc, tu es en train de me dire finalement que le cloud, c'est un peu une centrale électrique. On ne se pose pas de questions, on a un résultat à la fin. Et toute la manière dont le socle est géré, les disques durs, le réseau, la haute disponibilité, tout ça, finalement, ça nous importe un peu. Exactement, puisque la finalité, c'est d'être assuré à la fin finalement que nos lampes vont rester bien allumées quand on va activer l'interrupteur. Et Donc donc là, à la place des lampes, c'est nos logiciels, pour un nos professionnel applications. effectivement du monde de l'IT, du monde du développement informatique, effectivement, il est intéressant un peu de voir comment bénéficier de ces mêmes avantages. Et donc, l'ensemble de ces avantages, que ce soit pour stocker des données, diffuser des vidéos, héberger un site web, ou tout ce qui peut nécessiter en fait du matériel ou du logiciel, va être solutionné par ce principe qu'on appelle le cloud computing. Alors, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus justement sur qu'est-ce que c'est concrètement le cloud computing? Effectivement, il y a quelques petites notions à avoir, hein, donc déjà, la première, c'est la puissance de calcul. C'est quelque chose qui est fourni, hein, au même titre que ton électricité au niveau de ta centrale. Là, c'est le compute. Finalement, tous les processeurs, toute l'infrastructure qui va être mise à disposition pour faire tourner nos logiciels. Et ceci de différentes manières. On va avoir la première solution, hein, ça va être les machines virtuelles. Une machine virtuelle, c'est ni plus ni moins qu'un ordinateur qui va être émulé sur un autre ordinateur. Donc en fait, on va tout simplement allouer des parties d'un vrai serveur à une instance de logiciel qui, du point de vue de l'utilisateur, sera vu comme un vrai ordinateur. Donc imaginez, j'ai mon ordinateur et sur mon ordinateur, je peux avoir plusieurs autres ordinateurs. Parce que c'est le pouvoir du logiciel de pouvoir finalement fragmenter le matériel en plusieurs pour l'attribuer à différentes ressources au niveau du logiciel. Donc mon processeur allouera une partie de sa puissance à telle machine virtuelle, une autre partie de sa puissance à une autre machine virtuelle. De même pour la RAM, il y aura une partie réservée pour la machine A, une autre partie de la RAM pour la machine B. Et ce qui fera que dans chacune de ces machines virtuelles, on aura un processeur dit virtuel qui s'appuie sur un vrai processeur, de la RAM dite virtuelle qui s'appuiera sur la vraie RAM, et un disque dur qui s'appuiera sur un vrai disque dur existant. Derrière, effectivement, nous avons une autre notion, hein, les containers, Florent. Oui, donc c'est un autre type de puissance de calcul qui va en fait fournir un environnement d'exécution qui va être cohérent et isolé pour les applications. Donc par rapport aux machines virtuelles, on va dire que ça peut être assez similaire en fait à ceci près qu'ils ne vont pas nécessiter en fait de système d'exploitation invité comme on l'installerait dans les machines virtuelles. On ne va pas forcément avoir besoin d'installer Windows Server ou une distribution Linux dans le conteneur. Au lieu de ça, en fait, l'application et toutes les dépendances sur lesquelles elle va s'appuyer pour fonctionner vont être empaqueté à l'intérieur de ce conteneur, puis on va déposer ce conteneur sur un environnement d'exécution standard qui va permettre de lancer l'application. Et un des gros avantages en fait des conteneurs est d'une part l'aspect immutabilité, puisque tout ce qui va être à l'intérieur va être cloisonné, donc pas forcément pour être modifié d'un environnement à l'autre. Et puis surtout, on va avoir un démarrage en quelques secondes parce qu'il n'y aura pas de système d'exploitation invité à démarrer et à initialiser. On n'a que l'application, le code de l'application qui va se lancer à l'intérieur. Et quand on parle de conteneurs,
évidemment, on pense rapidement au projet open source Docker, qui est une des principales plateformes de gestion des conteneurs, puisque grâce à Docker, on a une approche qui est quand même très légère et efficace pour déployer les applications, indépendamment de tous les composants qu'on va avoir à mettre en place dans éventuellement des conteneurs distincts. Et donc, pour terminer sur cette partie conteneur, on peut bien sûr exécuter plusieurs conteneurs sur une même machine et déplacer ces conteneurs d'une machine à l'autre. En fait, on bénéficie d'un des gros avantages du conteneur qui est la portabilité, qui permet effectivement de faciliter le déploiement d'applications dans plusieurs environnements, que ce soit localement chez Adomer, hein, dans des salles machines, dans le cloud, et surtout sans avoir à changer quoi que ce soit au niveau de l'application. Et après, pour finir, on a effectivement la partie, la partie serverless, où l'idée fondamentale de la chose est ni plus ni moins que votre application va être découpée en différentes fonctions plus ou moins simples, qui vont adresser des fonctions qui vont, j'allais dire, s'exécuter en fonction de différentes actions. On pourrait très bien imaginer, suite à l'achat de votre cadeau de Noël en ligne, tac, il y a l'envoi d'un mail qui est automatiquement j'allais dire, envoyée, mise en fonction. Donc en gros, c'est tout simplement une application qu'on va découper en petites actions. Et ces petites actions, finalement, on va pouvoir les appeler des microservices et les mettre à jour de manière complètement indépendante. Donc au lieu de mettre à jour toute ma bulle applicative comme dans un container, ben là, je vais en fait passer au stade en dessous où je vais pouvoir mettre à jour que ce petit module qui va répondre à un besoin spécifique sans impacter le reste des services. Et ça, c'est l'informatique effectivement serverless. Donc c'est encore une granularité. On descend, effectivement, on est parti de la machine virtuelle, donc où, effectivement, où on a du matériel physique, donc ça c'est le provider, le cloud qu'il fournit, donc le Microsoft, Google, Amazon, qui vont fournir donc du coup toute la couche infrastructure matérielle. On va avoir notre hyperviseur, donc la couche de virtualisation, encore une fois, qui est gérée par Microsoft. Et en fait, dans le cadre de la machine virtuelle, le client, vous, hein, cher auditeur, vous allez tout simplement instancier votre machine virtuelle. Dans cette machine virtuelle, vous allez y mettre le système d'exploitation de votre choix, que ce soit un Windows ou un Linux. Et sur ce système d'exploitation, comme vous le faites tous les jours, vous allez pouvoir mettre vos différentes applications. Que ça soit effectivement dans le cadre de l'infrastructure, que ça soit pour adresser des services web, vous pouvez très bien y mettre un Active Directory, un serveur web, ou finalement un serveur même de base de données, qu'importe. Et après, Florence, tu peux nous décrire cette petite partie container on descend d'un petit cran finalement en termes de gestion. Oui, parce que la différence, c'est que par rapport à la machine virtuelle, on va donc avoir toujours du matériel évidemment physique, hein, sur lequel va être exécuté notre moteur de containerisation. Donc on a un système d'exploitation hôte au niveau de la machine physique, qui peut être Windows ou Linux, un moteur d'exécution du conteneur, et le moteur Docker. Donc moi, dans le cadre de la machine virtuelle, j'avais potentiellement Hyper-V, VMware, hein, voilà, qui sont des hyperviseurs bien connus. Standard du marché. Bah, à la place effectivement d'avoir cet hyperviseur, là on va avoir directement un moteur d'exécution de conteneurs qui va me permettre de partager, de présenter le système d'exploitation sous-jacent à chaque conteneur pour qu'il ait l'impression d'avoir en fait à sa disposition l'ensemble des ressources de l'OS, sauf qu'évidemment elles vont être partagées entre les différents conteneurs et dans le conteneur, donc c'est la partie, hein, en vert en haut, on va simplement avoir à l'intérieur le code de l'application et puis éventuellement les dépendances applicatives nécessaires pour l'exécuter. Et effectivement, je vois que toi, dans les containers, tu n'as pas de système d'exploitation, donc c'est pour ça que tu disais tout à l'heure que tu vas démarrer beaucoup plus vite. Parce qu'on n'a pas effectivement cet OS à charger. Et puis si on va encore plus loin dans le découpage effectivement et la granularité applicative, il y a ce que tu disais juste après, c'est l'informatique serverless. Effectivement, où là, bon, toujours pareil, hein, il faut toujours un matériel, il faut toujours un système d'exploitation haute. Donc ça, c'est toujours le fournisseur de cloud qui va nous le fournir. Et on va également avoir la couche runtime serverless qui va nous permettre de faire tourner finalement nos microservices. Et nous, on va s'occuper simplement des différentes fonctions qui sont au-dessus. On va pouvoir revenir juste, il nous manquait trois petits points sur le serveur, sur le slide précédent. Le stockage, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, vous êtes en mesure, je sais pas, de faire une application en ligne du type, vous pouvez dire, par exemple, on peut imaginer que Netflix, YouTube ou autres s'appuient effectivement sur des services cloud et ils n'ont pas à se soucier finalement du stockage qui est mis à disposition en dessous. Je veux plus de stockage, le service de cloud va vous mettre plus de stockage à disposition. Qu'importe comment est répartie la charge. Est-ce qu'il y a plus de disques durs à gauche ou à droite? On s'en fiche. Tout ce dont on a besoin, c'est plus de stockage. Et pour cela, on va pouvoir stocker nos fichiers, j'allais dire potentiellement à plat, tel que vous le faites aujourd'hui sur votre disque dur quand vous mettez des photos sur votre bureau, qu'importe.
ou de manière plus organisée, plus structurée, lorsque vous allez avoir un jeu logiciel, par exemple, je ne sais pas, un carnet d'adresses, qui va s'appuyer sur une structure de base de données un peu plus complexe. Et tout ça, les différents services de cloud vont vous le fournir, du stockage d'une manière ou d'une autre. Et dès que vous avez besoin un peu plus, un peu moins, on va répondre à la demande en vous attribuant exactement, comme l'électricité, ce dont vous avez besoin. Et vous payez pour ce que vous stockez. Et puis dans les services courants de cloud computing, on va évidemment retrouver la fondation de tout ce qui permet les accès à ces services-là, donc à savoir du réseau. Donc ça va concerner toutes les connexions sécurisées entre les fournisseurs de cloud, les opérateurs télécoms et votre réseau d'entreprise habituel. Et puis enfin des services autour de l'analytique, donc tout ce qui peut concerner la visualisation de la télémétrie ou des données de performance. Voilà. Donc, pour revenir, puisqu'on a un petit peu décalé, le stockage, que vous fassiez de l'achat, de la prise de photos, de l'envoi d'un mail, à un moment donné, effectivement, il faut bien que ces ressources soient stockées quelque part. Et la plupart des services de cloud, que ça soit dans le cadre du container, de la machine virtuelle ou même du serverless, à un moment donné, des données peuvent être stockées. Et donc, du coup, le stockage est une partie, j'allais dire, hyper importante, omniprésente dans tous les services que vous aurez à disposition, parce qu'il sera, j'allais dire, persistant. Que ce soit pour stocker du texte, des clips vidéo, besoin de fichiers sur disque, ou s'il y a besoin effectivement de stocker des relations comme dans un carnet d'adresses, ça pourra être effectivement des approches plus structurées comme des bases de données. Voilà, on a fini pour ce module. Dans le prochain, nous verrons les avantages du cloud computing, donc restez connectés. Florent, je te remercie pour cette petite session rapide et efficace, et je te souhaite une bonne journée. Merci à toi, Mickaël. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.